Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette deuxième conférence organisée par la Maison de l'Architecture et des Espaces en Bretagne, en partenariat avec les archives départementales d'Ille-et-Vilaine. Nous avons inauguré un petit cycle de conférences du coup, cette année au mois de mai en invitant Jean-Marc Ibos, qui est l'architecte de ce bâtiment, qui est venu nous parler d'architecture. Et on lui a demandé de nous proposer un nom pour une personne référente en matière d'urbanisme. Et c'est pourquoi nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Jamel Klouch, qui vient nous parler de cette thématique. Je me permets de vous présenter rapidement pour les personnes dans la salle qui ne vous connaîtraient pas. Donc vous êtes architecte urbaniste, vous avez une triple formation, donc vous êtes architecte bien évidemment, une formation en recherche, puisque vous êtes titulaire, alors j'ai mon petit papier, d'un DEA de l'EHESS en territoires urbains, et d'un master spécialisé de Sciences Po en aménagement et urbanisme. Vous êtes également enseignant, puisque vous enseignez depuis plus de 8 ans à l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles, après avoir enseigné à Paris-Val-de-Seine et Paris-Malaquais. Jamel Klouch a créé son agence, l'AUC, en 1996, avec 2 autres architectes, donc je vous laisserai peut-être en parler. Vous êtes lauréat de nombreux prix, je ne vais peut-être pas tous les citer, les nouveaux albums de la jeune architecture, palmarès de jeunes urbanistes, etc. Plutôt parler de vos réalisations emblématiques, et notamment le Grand Paris, puisque Jamel Klouch et son agence, l'AUC, font partie des 10 équipes lauréates de la consultation internationale sur le Grand Paris. Et puis après, des projets d'urbanisme de grandes métropoles aussi d'envergure internationale, comme Bruxelles 2040, Lille 2030, le projet de la réinvention de la Part-Dieu à Lyon, etc. Voilà, je vous laisserai compléter cette rapide présentation si vous le souhaitez, si j'ai oublié certaines choses importantes. Je voulais simplement en profiter pour vous annoncer la 3e et dernière conférence de l'année, puisque nous avons demandé ce coup-ci à Jamel Klouch de nous proposer donc une autre personne référente en termes de paysage pour finir l'année 2017. Et du coup, Catherine Mosbar a répondu favorablement à notre invitation. Donc vous pouvez le noter dans vos agendas, on vous renverra toutes les infos, mais elle viendra le mardi 28 novembre, à la même heure, dans cet auditorium, nous parler de paysage. Donc Catherine Mosbar, elle est architecte paysagiste, formée à l'école du paysage de Versailles, et elle est notamment, elle s'est notamment fait connaître par des gros projets de commandes d'espaces publics tels que le jardin botanique de Bordeaux, le parc musée Louvre-Lens avec l'agence Sana, et elle viendra nous parler aussi d'un projet emblématique à Taïwan, qui est son dernier projet de 2017 de réhabilitation d'un immense espace aéroportuaire. Donc voilà, donc vous pouvez le noter, on vous donne rendez-vous à la fin du mois de novembre. La conférence durera 1 heure, 1 heure et demie comme vous le souhaitez. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez à la fin de l'intervention de Jamel Klouch. Et on vous invite ensuite à prendre un petit verre au premier étage dans l'espace du bar. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Merci. Donc merci de cette invitation à Rennes. Après Jean-Marc et Myrto, je ne connaissais pas ce bâtiment qui est très beau. Donc je trouve ça très bien que des conférences autour de l'architecture, l'urbanisme et le paysage se passent dans cet espace. Je vais vous parler de différents projets en essayant de faire passer certaines idées. Je vais commencer juste par cette image, qui est une image du plan Noli. Probablement certains d'entre vous connaissent ce plan, qui est un plan de Rome, qui date du XVIIIe siècle. Et c'est un plan qui, à l'époque, était... assez innovant dans sa fabrication, parce que si vous regardez très bien ce plan, vous voyez en noir la partie bâtie, et surtout la partie privée, et en blanc toutes les parties publiques, mais au-delà des rues et des places, tous les édifices publics sont en blanc, c'est-à-dire notamment les églises, parce qu'à l'époque, on était quand même... la religion avait une place relativement importante, que vous reconnaissez la Piazza Navona,
Et ce que je trouve très intéressant dans ce plan, c'est le fait que parler de la ville, c'est d'abord parler de la continuité entre l'espace public au sens juridique du terme et puis les espaces ouverts au public, que sont les équipements, les lieux publics, donc à l'époque des églises ou des grands édifices publics qui étaient dans la ville, et que c'est cette interface finalement qui dessine un peu la qualité de la ville. Alors évidemment, aujourd'hui, avec nos modalités de faire opérationnelles, de faire la ville, de fabriquer la ville, très souvent, même si l'espace public est devenu, depuis quelques années, et je pense que Rennes a été assez précurseur sur cette notion de projet urbain à la française, entre guillemets, où la notion d'espace public est montée en puissance. Mais il me semble, en tous les cas, pour ma part, qu'à un moment donné, on a parlé trop d'espace public et insuffisamment du rapport entre l'espace public et les espaces privés. C'est-à-dire de quelle façon, finalement, on trouve des connexions ou des continuités entre la rue, les rues, la ville au sens large du terme, et puis des espaces qui sont ouverts au public. Et quand on analyse, et je pense, je me rappelle, j'avais participé à un seul projet à Nantes il y a 15 ans, c'était Beau Chardonnay, et on était jeunes. Mais pourquoi ça s'arrête ? On était jeunes et on avait commencé notre étude en faisant la critique des ZAC rennaises. Ce qui n'avait à l'époque pas beaucoup plu à notre maître d'ouvrage qui était la ville de Rennes, parce que c'était un peu pour eux, c'était un peu leur savoir-faire. Et on leur expliquait déjà, en 2001, qu'il fallait arrêter de faire des ZAC et qu'il fallait essayer de trouver, alors je ne sais pas, il y a peut-être des élus ou des gens de la ville, mais c'est pas très grave. Je pense qu'on tient ce discours depuis 15 ans, on essaie de le porter et de dire qu'à un moment donné, la ZAC est un outil financier, d'une certaine manière, n'est pas... c'est un outil opérationnel aussi. À des moments, il crée un peu de la disjonction entre la fabrique de la ville au sens économique du terme, au sens juridique du terme, et la fabrique de la ville au sens sociétal du terme, au sens où on a envie de trouver les villes que l'on aime, c'est des villes où les choses sont mixtées, sont mélangées, il y a de la diversité, etc. Et j'aime beaucoup ce plan Noli de Rome, parce qu'il exprime cette diversité, ce partage, d'une certaine manière, d'un certain nombre de choses dans la ville. Alors, donc nous, c'est un peu notre... J'ai mis cette image juste pour expliquer très simplement un peu notre prise de position sur la ville. Donc, on cherche plutôt à... On ne met pas les instruments devant, on construit le projet, et puis on questionne les instruments. C'est pour ça qu'on a toujours, d'une certaine manière, questionné un peu cette notion de ZAC ou de zone d'aménagement concerté. Je vais parler, mais très rapidement, du Grand Paris, parce que c'était probablement pour nous, déjà en 2008, presque 10 ans, un peu une aubaine que de participer à cette énorme réflexion où il était donné à des architectes accompagnés de toute une série de disciplines, des géographes, des économistes, des paysagistes, des spécialistes des transports, de réfléchir à un territoire énorme, ce qui était... chose qu'on n'avait plus vue depuis pas mal de décennies. Donc pour nous, ça a été probablement un moment un peu particulier, un moment fondateur dans notre façon d'aborder la question. Donc déjà le titre, notre projet ou notre réflexion, ce n'est pas un projet au sens architectural du terme. On ne fait pas de projet comme ça, clé en main sur une ville ou sur un territoire de 12 millions d'habitants. Mais c'est une vision, c'est une approche, une façon d'aborder ce territoire. On l'appelait Grand Paris stimulé. Alors pourquoi stimulé ? Parce qu'il nous semble qu'aujourd'hui, la vraie question de l'urbanisme, et notamment dans la ville européenne, c'est pas tant l'extension de la ville qui se pose, mais c'est plutôt de quelle manière on est en capacité, comment se donnent les outils, les moyens de travailler sur la ville qui existe, ou des territoires qui existent, où qu'ils soient. Je sais qu'à Rennes, il y a beaucoup de zones d'extension, mais en même temps, ces zones d'extension, elles ne sont pas nulle part. C'est des paysages, c'est des géographies, c'est une histoire, etc. Donc nous, on a parlé plutôt de Grand Paris stimulé, dans l'idée que, d'une part, on avait du mal à... Il était impossible de dessiner un plan pour une métropole de 12 millions d'habitants, que ça nous paraissait aberrant de même faire la tentative de dresser un plan.
mais qu'il fallait plutôt, d'une certaine manière, regarder de quelle manière on pouvait faire émerger des stratégies de stimulation in situ sur des territoires. Et des stratégies de stimulation, on voit bien que c'est plus des périmètres, il n'y a pas une opérationnalité, mais c'est plutôt des tactiques qu'on met en place. Et à l'époque, comme on a décidé, même si on était l'équipe d'une certaine manière la moins expérimentée ou la plus jeune, on avait... Il y a un problème avec ça, je ne sais pas. On a décidé de ne pas faire de plan, mais on a produit ce document qu'à l'époque on a appelé une matrice. Évidemment, pour vous rafraîchir la mémoire, quand ce concours a été lancé, 2 questions étaient posées. C'était de quelle manière le protocole de Kyoto, donc maintenant on est déjà à la COP21, mais à l'époque c'était Kyoto, de quelle manière il s'appliquait sur l'échelle métropolitaine, donc comment on pouvait définir la métropole post-Kyoto d'un côté, et de l'autre, c'était comment on pouvait réfléchir à une prospective sur la métropole parisienne. Donc au lieu de faire un plan ou de faire des plans, on a plutôt décidé de fabriquer ce document qui nous a pris pas mal de temps, beaucoup d'énergie, qu'on a appelé une matrice. Donc on allait regarder partout dans le monde ce qui se passait, ce qui se tramait, avec l'idée non pas de comparer ces villes, mais plutôt d'additionner les qualités de ces villes. Je vais en montrer quelques-unes. Par exemple, Toronto, au Canada, qui, à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais à l'époque, elle était dans les années 2008-2009, elle était réputée, elle a été classée par l'ONU comme la ville, plébiscitée pour la ville dans laquelle on vivait le mieux. Et ce qui était intéressant, c'est que c'est aussi la ville qui mélange le maximum de population. Ouais, donc c'est pas la machine. Ouais. Donc il y avait cette idée de transculturalisme qui apparaissait comme une qualité importante, intéressante. Un autre exemple très intéressant, c'est Singapour. Singapour, vous savez, c'est une ville, c'est une île, c'est un État. Et ce qu'on a trouvé intéressant à Singapour, c'est qu'il n'y avait pas de schéma directeur et que le schéma directeur était ajusté tous les ans. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de planification en temps réel. Alors pourquoi on racontait ça? Parce qu'à l'époque, quand on faisait le Grand Paris, le dernier schéma directeur, le SDRIF de l'Île-de-France, datait de 1994. Donc 2009, ça faisait 15 ans. Donc il était très largement obsolète. Quand on comparait la carte de la métropole parisienne en 2008 et puis la carte du schéma directeur de 1994, c'était 2 cartes qui n'avaient rien de commun, c'est-à-dire que la ville avait totalement débordé ce document de planification. Lagos, mais là on reprend probablement certains d'entre vous connaissent le travail de Rem Koolhaas sur Lagos à l'époque, pour parler plutôt de macrocosme. Alors évidemment, on ne prenait pas des villes qui étaient exemplaires en matière d'écologie ou d'environnement. Lagos, Nicolas Hulot, il n'y a pas si longtemps, a fait un film horrible en présentant Lagos comme la ville la plus horrible du monde. Mais en même temps, Lagos, moi j'ai eu la chance d'y aller une fois, Lagos c'est quand même le royaume de l'espace public, le royaume de l'appropriation de l'espace public. Donc à un moment donné, c'est aussi une qualité, même s'il y a beaucoup de défauts, mais il y a aussi une qualité dans cette métropole qui devient comme un seul environnement physique et psychique. Évidemment, Munich, peut-être elle est plus... Ce qui est intéressant, c'est de regarder les 4 petites cartes qui sont là-bas, qui sont à droite de l'image, qui montrent Munich en 50, en 70, en 95, en 80 et en 2000 quasiment. Et vous voyez très bien que la ville a doublé, pendant ce temps-là, elle a doublé de population, mais vous voyez que la tâche urbaine n'a quasiment pas bougé. Si je devais faire le même exercice avec la ville de Paris entre les années 50, la métropole de Paris, entre 50 et 2010, la tâche a été multipliée par 5 ou 6. Donc, de Munich, on pouvait tirer un peu cette idée de croissance raisonnée. C'est probablement la ville qui a été la première dans le monde à utiliser cette notion de renouvellement urbain ou de faire la ville sur la ville. Londres, évidemment, Londres était un bon exemple pour Paris, pour parler du polycentrisme. Vous connaissez le Paris et sa périphérie et sa banlieue, donc l'idée que le fait que Londres avait déjà opéré sa mutation à grande échelle, elle s'appelle déjà le Grand Londres avec différents centres.
Donc ça, c'est pour parler de multipolarité ou de polycentrisme. Et puis évidemment Tokyo, qui nous a pas mal intéressés pour son côté hybride, pour sa capacité à mélanger des échelles, pour sa capacité à passer du très petit, quand on se promène à Tokyo, à Shibuya ou à Shinjuku ou je ne sais où, on est vraiment dans des tissus urbains extrêmement fragiles, de petites maisons. Et à 50 mètres de là, on est devant, par exemple à Shinjuku, devant la plus grande gare du monde, avec celle qui fait le plus de flux dans le monde. Les deux plus grandes gares du monde sont Shinjuku et Shibuya, qui sont dans l'hypercentre de Tokyo et qui ne sont pas très loin des images que vous voyez avec les petites maisons qui sont là. Donc cette capacité qu'a la ville à absorber des flux intenses qui nous semblait intéressante, alors que probablement qu'en Europe et probablement qu'en France, on a plutôt tendance à dire une ville qui se densifie est une ville qui devient un peu... qui se densifie de façon un peu monotone. Je pense que vous pouvez même prendre l'exemple de Rennes, je ne connais pas très bien, mais l'urbanisation a créé une sorte de ville à R+5, R+6, de façon homogène. Et ce qui est intéressant à Tokyo, c'est que ça va de R+60, 200, 300 mètres, jusqu'à la maison qui fait R+1, et tout ça dans l'hypercentre, ou dans des zones extrêmement centrales de Tokyo. Donc tout ça, ça nous permettait aussi de poser des questions sur le devenir des périphéries. Parce que le devenir des périphéries, moi, en tout cas, personnellement, je ne peux pas me résoudre au fait que toutes les périphéries ou la banlieue parisienne puissent devenir une sorte de ville R+5, ou R+6, ou R+7, une sorte de ville pseudo-haussmannienne qui est en capacité d'absorber toute la densité, mais qu'il faut réfléchir à une ville beaucoup plus malléable, plus informe, qui est en capacité d'absorber des différences et que les habitants, d'une certaine manière, aient le choix. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a une révolution qui est en cours, c'est plutôt cette révolution-là, c'est qu'on passe un peu à... et je pense que les petits bidules que l'on a maintenant, le numérique, toutes les plateformes numériques qui sont en train d'émerger, montrent qu'il y a une sorte d'inversion en termes d'urbanisme, qu'aujourd'hui, on est plutôt... construire le projet, c'est de partir de la demande et non pas de l'offre. Alors que l'urbanisme ou la production de la ville ces 40 dernières années ou ces 50 dernières années, c'est plutôt de l'offre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un promoteur qui fabrique la ville, partout, à Rennes comme ailleurs, il fabrique des produits lambda, entre guillemets. Il va vous expliquer que c'est les T3 très petits qui marchent le mieux, qui se vendent le mieux, parce que la capacité financière des ménages est celle-là. Et on est en train de fabriquer des villes qu'avec des T3 ou défiscalisés. Et ensuite, nous, autres architectes, on a droit à la parole éventuellement sur la façade, sur la matérialité, etc. Donc ça, c'est un vrai problème de fabrique de la ville. C'est-à-dire qu'on est en train de fabriquer, ou nous avons fabriqué pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, une sorte de ville qui, en même temps, de visu, a l'air très diverse, parce que tous les bâtiments changent de couleur, de matériaux, etc. Mais à l'intérieur, ils sont globalement les mêmes. Globalement, les cellules sont les mêmes, si on y rajoute la contrainte des règles, des différentes règles. Donc je pense qu'à un moment donné, aujourd'hui, faire de l'urbanisme, c'est de quelle manière on est en capacité d'aller chercher un peu les attentes, la demande précise, et de quelle façon on arrive à la répercuter dans l'architecture. Je sais que je ne vais pas en parler, je n'ai pas d'image là-dessus, mais j'ai participé au montage d'une plateforme numérique, une sorte de start-up qui est en train de décoller, où l'idée, c'était justement d'inverser ce système, de dire que construire du logement, c'est d'abord identifier les futurs acquéreurs, écouter leurs attentes précises, et à partir du moment où la plateforme a réussi à réunir 20, 30, 40, 50 ménages avec des attentes précises, on peut construire le bâtiment qui arrive à mettre en forme ou à assembler ces 40 logements. Peut-être qu'ils sont petits, mais je sais pas, il y a quelqu'un qui a envie d'avoir plutôt une très petite cuisine et un grand salon, et that's all. L'autre, il va avoir plutôt des grandes chambres et une petite cuisine parce qu'il vit dehors et il veut plutôt avoir le confort du sommeil, il y a des familles, etc. Et aujourd'hui, ce type de dispositif intéresse beaucoup les élus parce que ça permet aussi d'avoir des vrais habitants qui ont fait le choix d'habiter quelque part avec des vrais logements qui sont adaptés à leurs attentes. Bon voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui est en train de révolutionner l'urbanisme, c'est un peu cette inversion, c'est cette prise de conscience qu'on est en capacité, et puis les nouvelles technologies vont nous rendre de plus en plus capables d'écouter en amont ce que les gens attendent
et qu'on ne va pas préfabriquer, d'une certaine manière, un peu une réponse un peu générique. Là, je reviens au Grand Paris. Et dans le Grand Paris, on a fait 2 types de documents. Donc, on a fait cette matrice qui, enfin, j'ai montré 5 villes, mais il y en avait 20 et je suis allé un peu vite. Mais en même temps, elle nous permettait de fabriquer tout un discours, plein de choses positives qui se passaient ici ou là, même des choses mineures qui étaient intéressantes. Puis de l'autre côté, nous, on disait que la métropole aujourd'hui, ou les grandes villes aujourd'hui, elle ne s'incarnait plus dans des totalités ou dans des globalités, mais elle s'incarnait dans des situations urbaines, dans des situations sociales. Et donc on a fait tout un travail plutôt de maquette, presque comme un cinéaste. On a plutôt travaillé un peu des scénarios, qui étaient toutes ces maquettes, qui étaient des situations de projet qu'on avait identifiées, qu'on avait imaginées, qui n'étaient pas nécessairement situées. Alors, on n'allait pas dire sur ce site précisément, il faut faire ça. Mais sur cette typologie de territoire, on peut imaginer tel type de mutation, tel type de stimulation qui pouvait se mettre en place, jusqu'à des stimulations dans le tissu parisien, ou alors ici, dans des tissus beaucoup plus périphériques et moins denses. Et donc à l'époque, on avait, c'était pas une carte, on l'appelait le poster, c'était le seul document qui ressemblait un peu à une carte, mais on l'appelait le poster à l'agence. On avait un peu montré comme ça, un peu des situations, qui évidemment pour nous, qui n'étaient pas situées, mais évidemment, on partait de certains territoires, de certaines typologies de territoires, et notamment un territoire qui était au nord de Paris, et le titre de cette situation, c'était Cluster hybride. Alors à l'époque, rappelez-vous, 2010, 2008, 2009, 2010, c'était plateau de Saclay. Sarkozy avait nommé un ministre qui s'appelle Christian Blanc, secrétaire d'État au Grand Paris, dont le but essentiel était de dessiner le métro et de mettre en place le plateau de Saclay, donc la Silicon Valley française, donc qui aujourd'hui existe en partie. Et à l'époque, on était nombreux à dire, bon, c'est bien de faire une Silicon Valley à 30 km de Paris, sur un plateau agricole, mais on peut imaginer, donc on parlait, il y avait tous cette notion de cluster qui était très utilisée, très à la mode. Et donc nous, à l'époque, on avait plutôt imaginé qu'on pouvait aussi imaginer des Silicon Valley dans la ville existante, donc hybrides, qui pouvaient réutiliser des sites existants. Donc quand vous voyez cette maquette, qui est une des situations, c'est une maquette très abstraite, où on montrait ici plutôt Roissy, ici plutôt le tissu parisien, le canal, des tissus industriels existants, des faubourgs. Voilà, donc ça c'était un peu qu'on pouvait imaginer une forme de clusterisation qui était en altérité avec la ville qui existait, et qu'on n'était pas obligé de se dire il faut faire terrain vide pour être capable de construire la Silicon Valley à la française. Ce qui était un peu la théorie, ce qui est encore un peu la théorie. Donc le plateau de Saclay maintenant existe, il y a un établissement public, on construit, il y a une école centrale qui est construite, une école normale supérieure qui va se construire, des écoles d'ingénieurs, des laboratoires, des logements étudiants d'ailleurs que nous construisons aussi. Mais ça sera une ville, on pourra parler de cette ville dans 30 ans ou 40 ans. Avant que ça devienne une ville, ça sera un peu long. Donc nous, on avait fait cette hypothèse, et en réalité, on était, évidemment, on avait une idée derrière la tête, et pour nous, c'était un peu le nord de Paris, c'était Plaine Commune, la Saint-Denis, la Plaine, peut-être vous, donc Paris, là on est sur le périph', là c'est le faisceau nord, Gare du Nord qui est ici. Donc la Plaine, c'était le territoire industriel qui était localisé au nord de Paris, donc avec beaucoup de friches, beaucoup de bâtiments industriels, dont certains sont très beaux, beaucoup de potentialités, le réseau nord qui est branché dessus. Et donc, très vite, nous, en fait, on pensait à ce site qui s'appelle Pleyel, qui est un site, c'est là où le faisceau est le plus large, le faisceau nord. Et c'est aussi un faisceau, le faisceau, c'est l'endroit où le faisceau coupe la plaine l'est de l'ouest, c'est-à-dire il coupe de la partie Stade de France à la partie Seine. Et c'est aussi un territoire potentiel dans lequel on pouvait imaginer développer des clusters, pas nécessairement une Silicon Valley, mais développer des clusters qui étaient capables de stimuler un peu les territoires existants. Alors Pleyel, c'était quoi ? Ça s'appelle le Carrefour Pleyel parce que c'était déjà un territoire un peu créatif de production. Le fameux Carrefour Pleyel, vous avez vu cette tour, c'était ça en 1920. C'était la première installation industrielle
au nord, avec l'usine des pianos, Pleyel, en 1920. Donc c'est pour ça que ça s'appelle encore le carrefour Pleyel. Et aujourd'hui, cette forme de carrefour existe encore sur le territoire. En 1967, c'était une époque un peu puissante. C'est l'époque où on construit la Défense, on construit Créteil, etc. On avait déjà dit que le carrefour Pleyel pouvait devenir un peu cette grande polarité autour de 4 tours qui étaient organisées autour d'un grand bassin. Donc il en reste la tour que vous avez vue tout à l'heure, hein, celle-ci. Donc vous l'avez remarqué, elle est un peu trapézoïdale, donc elle n'est pas tout à fait pareille, mais une seule tour a été construite dans un sorte de territoire qui est resté un peu chaotique. Donc Pleyel, c'est ici, donc ça c'est le réseau du Grand Paris, donc, qui va se construire dans les chantiers. Il y a déjà des tunneliers qui ont commencé à creuser. Donc je le rappelle, hein, c'est plus de 70 gares, plus de 350 km de nouvelles lignes de métro automatique à moins 15, moins 20 mètres. Donc je pense à un changement radical. Et Pleyel, c'est ce point-là, exactement. Donc c'est probablement le point le plus important du futur réseau. Je pense que c'est le plus grand hub en dehors de Paris, en dehors de la gare du Nord, etc. Parce que c'est le croisement de 5 lignes avec le RER, et probablement, nous on a toujours milité pour que la gare TGV, gare du Nord, moi je la pratique beaucoup, je vais beaucoup à Lille ou à Bruxelles. Quand vous retournez sur Paris vers 19, 20 heures, c'est full de chez full. Donc la gare du Nord, elle est déjà surbookée. Donc nous, on a toujours dit qu'il fallait installer, et tout de suite, dès le chantier du métro du Grand Paris Express, en profiter pour préfigurer au moins le volume d'une future gare TGV, comme à Londres, où on a avancé la gare TGV, on l'a située. Donc voilà, donc Pleyel, c'était une intuition comme ça, mais c'est devenu après un lieu central. Et à l'époque, donc Patrick Brauzek, qui est donc le président de Pleine Commune, qui a été maire de Saint-Denis pendant un certain temps, nous a appelés en nous disant j'aime bien votre idée de cluster hybride, sauf que ça ne sera pas la Silicon Valley, ce sera un cluster de la création. Très simplement parce qu'au nord de Paris, beaucoup de sociétés, de petites boîtes liées à la création se sont installées parce qu'il y a des friches industrielles, parce qu'il y a des bâtiments industriels, parce qu'on peut louer pas cher, parce qu'on peut s'installer et bricoler et produire du cinéma, produire des films vidéo, produire des jeux vidéo, etc. Et qu'en réalité, Pleine Commune s'est rendu compte qu'elle était un territoire de la création, mais qu'elle n'avait jamais organisé cette filière économique, alors que c'était une filière qui produisait de l'emploi, de la valeur, etc. Donc il y a eu une sorte de convergence entre l'État, qui voulait organiser ce Grand Paris autour de clusters thématisés, développement durable à Marne-la-Vallée, technologique à Saclay, création à Saint-Denis, autour de Pleyel. Et donc on a fait ce projet sur Pleyel que vous voyez là. Donc notre intervention, c'est le rouge, vous l'avez compris. Donc on est dans une ville existante, dans une ville très mixte, un peu japonisante, où il y a des autoroutes, des tours, des grands équipements comme le stade, des grands vides, des industries, la Seine, etc. Et presque pour nous un peu cette substance un peu comme ça très mixte, et une substance assez intéressante pour fabriquer une ville plus malléable, moins formelle, moins organisée, etc. Et en même temps, ça permettait évidemment, l'avènement du Grand Paris permet de changer de paradigme et de dire on n'est plus dans des radiales Paris-banlieue, mais plutôt dans les relations banlieue-banlieue. Évidemment, l'acte fondateur de ce projet, c'est quand même ce pont qui est là, qui est un pont qu'on a proposé habiter ou construit en tous les cas, qui dessinait des nouvelles relations est-ouest, donc entre Saint-Denis, de l'autre côté Gennevilliers, et puis de l'autre côté Bobigny, Pantin, Aubervilliers, etc. Donc le projet, c'était ça. Donc vous imaginez, donc, vous voyez des choses qui existent et des choses sur lesquelles on a proposé des choses. Donc là, la majorité évidemment du projet se passe plutôt là, à l'embouchure de ce futur franchissement. Alors, on a proposé quelque chose autour de la 86, mais ça n'a pas été retenu. Évidemment, l'État a refusé de prendre l'autoroute entre des bâtiments, alors qu'on voulait plutôt proposer des lieux d'activité, des lieux de production qui étaient branchés directement sur l'autoroute, mais qui en même temps permettaient de faire écran, parce que juste derrière, je ne sais pas si vous voyez,
une petite rue, mais incroyable, un peu de maison ouvrière qui est vraiment à 30 mètres de l'autoroute, où les gens, c'est quasi invivable, sauf que c'est très beau, que ça a le mérite d'être là. Donc nous, on a dit, on vient prendre l'autoroute, au lieu de faire des murs anti-bruit, d'appeler des, je sais pas quoi, des décorateurs pour décorer les murs de l'autoroute, on met des vrais bâtiments d'activité, on peut créer des locaux, y compris pour la création, mais un peu massifs. Ça permettait de traiter tout le sous-bassement de l'autoroute, de trouver des liens vers la cathédrale, qui est un peu plus loin au nord. Bon voilà, ça s'est pas fait parce que l'État, c'est l'autoroute, blablabla. Bon, voilà. Mais par contre, tout le reste est en train de se faire. Donc, on avait parlé ici du méta-îlot. Nous, très vite, on avait dit, si on veut financer ce pont, si on veut faire la ville, à un moment donné, il faut une grosse densité. Donc, c'est les 3 tours, plus 3 petites tours, plus le pont, et que c'est un ensemble urbain un peu complexe qui croise franchissement, gare du Grand Paris, donc il se passe plutôt de ce côté-ci, alors qu'aujourd'hui, il y a une gare RER plutôt là, qui s'appelle Stade de France, ou La Plaine. Donc là, il a fallu batailler quelques années avec la Société du Grand Paris, qui évidemment voulait mettre la gare de l'autre côté. Ça coûtait moins cher. Donc ça, on a gagné. Donc aujourd'hui, elle est là. Concours gagné par Kengo Kuma. Donc aujourd'hui, tout ce lot, tout cet objet technique complexe qu'on a pensé maintenant il y a une dizaine d'années, est en concours dans le cadre de réinventer ou inventer la métropole. Donc probablement, il va faire la une des journaux, je sais pas, la semaine prochaine ou dans 10 jours. Que les lauréats seront, enfin on saura qui est lauréat de cet objet. Et ce que je trouve encore une fois intéressant ici, c'est que on a travaillé toujours un peu sur cette ville qui arrive à mixer des hauteurs, mixer des densités, ou même des petites choses comme ça pouvaient coexister face à des tours qui montaient ou des bâtiments qui pouvaient monter à 200 mètres. Et puis à l'arrière, on pouvait trouver un tissu voilà, plus ouvert, plus mixte, qui croisait des logements, des petites activités, des équipements et plutôt de l'espace public. Je peux passer un peu vite. Puis il y avait aussi des micro-opérations, vous ne pouvez même pas les voir, mais qui agissaient plutôt dans le village de Saint-Ouen. Donc là, on change de commune à Saint-Ouen, et de montrer qu'à un moment donné, un projet urbain, c'est plutôt... c'est pas un périmètre avec un périmètre de ZAC qui ont fait une opération qui devient un peu étrange, ou étrangère un peu au tissu qui l'entoure. Mais à un moment donné, c'est un travail un peu comme ça en finesse, mais à des moments qui peut être un peu violent. Je pense que la ville elle a la capacité d'absorber des violences, des formes, des forces. Et ça permettait aussi, puis il y avait tout un travail notamment sur les bords de Seine, où il y a des activités qui fonctionnaient. On avait prévu tout un système qui pouvait s'échelonner dans le temps. Donc ce territoire-là sera le futur village olympique pour les JO en 2024. Donc là, vous voyez peut-être en zoom donc la tour Pleyel qui existe. Ce qu'on proposait ici, de quelle manière ça nous permettait de retraiter tout l'espace public et de passer sous l'autoroute ici pour rejoindre le centre-ville de Saint-Denis. Donc c'est une gare-pont habitée, donc qui permettait notamment de relier le RER D, donc qui va vers le nord, et le futur Grand Paris Express. Donc avec l'idée de créer une vraie polarité, donc c'est un vrai hub, je l'ai dit, je pense que dans 20 ans, Pleyel sera aussi puissant que Gare du Nord. Donc je pense qu'à un moment donné, c'est assez fort, assez puissant. Donc on avait proposé un peu ce pont en Y, avec en bleu plutôt un franchissement automobile et plutôt transport en commun, et puis en violet ou en rose, plutôt un franchissement piéton et doux, qui permet de relier la ligne D, la ligne H, qui, elles, existent et qui sont plutôt de ce côté-ci, avec les futures lignes la ligne 14 prolongée, les 2 ou 3 lignes du Grand Paris Express qui viennent de ce côté-ci, avec l'idée de faire du toit de la gare un peu l'espace public sur lequel arrivait cette gare. Et l'idée, c'était de travailler un peu sur 3 bandes sur cette méta-îlot. Une bande côté fer de bureau, une bande plutôt économie créative, donc plutôt des locaux plus relax que du bureau, que du tertiaire un peu Reban, un peu où des architectes, des artistes peuvent collaborer, ont besoin de lieux un peu moins chers, plus cheap, que des volumes un peu dans lesquels ils peuvent s'installer. Puis une bande logement.
Et en fait, on travaillait un peu cette mixité, non pas en superposant les choses, mais plutôt en travaillant comme ça en 3 bandes qui dessinaient voilà, une forme d'intensité urbaine. Et puis ces 3 bandes qui arrivaient sur cette place qui était la gare, qui était finalement le haut de la gare. Bon, ça, c'est un dessin que nous, on a fait à l'époque, il y a quelques années. Donc la gare ne ressemble pas tout à fait à ça, mais c'est un peu son échelle. C'est une gare qui descend à moins 20 mètres. Et donc à l'époque, on avait proposé, Plaine Commune, un projet de médiathèque à l'échelle de l'agglomération. Donc nous, on a proposé de poser la médiathèque dans la gare. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut que la culture devienne démocratique, à chaque fois, on fait des lieux culturels, un peu des monuments dans la ville. On veut le plus beau bâtiment, le plus beau terrain, etc. Et peut-être qu'à un moment donné, une médiathèque ou un lieu culturel, peut-être c'est mieux de le mettre au cœur du dispositif de flux, même si évidemment il avait des émergences sur la ville, mais qu'à un moment donné, ça devient un peu l'espace public par excellence. Donc c'est là où on revient un peu au plan Noli. Enfin, c'est un plan Noli un peu en 3D, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le plan Noli, aujourd'hui, si on devait faire un plan Noli de Tokyo, ce serait un plan Noli en 3D ou un plan Noli des métropoles émergentes ou intenses, ce serait un plan Noli en 3D. Donc l'idée, c'était de mettre un peu le cœur un peu du dispositif public dans cette gare. Donc là, j'ai retourné le plan, vous voyez le pont, le franchissement, le Y là, qui est là, avec la Seine, Paris qui est de ce côté-ci, porte de la Chapelle, porte de Clignancourt. Donc évidemment, ensuite, il fallait regarder de quelle manière un peu ce futur hub était inscrit à l'échelle de la ville. Donc vous voyez en rouge, ça c'est tout le réseau, le futur réseau du Grand Paris Express. Donc vous voyez un peu le changement radical qui va s'opérer dans les 15 ans qui viennent, à l'horizon 2024 déjà, parce que maintenant il y a un deadline, c'est les JO, mais disons 2030, donc 12-13 ans. Donc évidemment, le pont où la gare Pleyel, c'est ce point-là. Donc évidemment, il fallait regarder de quelle façon ce pont il était un peu inscrit à la grande échelle. Et donc ça dessinait un peu cette étoile que vous voyez là, donc c'est un carré de 5 km par 5 km. Juste à côté, c'est juste pour donner une notion d'échelle, c'est une sorte de composition un peu haussmannienne avec la République, la place de la République au milieu, Barbès, Opéra, Père-Lachaise, Nation, Bastille. Donc on est un peu dans des échelles comparables à une grande composition parisienne qui croise 3, 4, 5 arrondissements, 10, 11, 18, 12. Voilà, cette étoile permettait d'aller en même temps à Porte de Clichy, Porte de Clignancourt, Porte de la Chapelle vers Paris, la gare de Saint-Denis, parce qu'il y a une gare un peu plus loin, la Basilique, vers le canal, évidemment vers la Seine. Évidemment, elle est moins réglée, il n'y a pas Haussmann qui est venu couper, tailler dans le tas. Les rues sont plus étroites, c'est-à-dire qu'on est dans une ville héritée, on n'est pas dans une ville planifiée. Donc ça donnait ça à l'échelle un peu du grand territoire. Et vous voyez ici le pont qui est là, avec la gare. Et évidemment, pour dessiner l'espace public, c'est un peu plus compliqué, parce que ça fait des rues qui, des fois, font 12 mètres, d'autres 15, d'autres 16, d'autres 22. Mais ce n'est pas des grands boulevards qui font 40 ou 50 mètres qui donnent accès à ce... Donc on a fait tout un travail sur de quelle manière on pouvait accompagner cet espace public. Donc du coup, très souvent, on n'avait pas la place de planter, parce que si on plantait, la voie se réduisait d'autant plus et que c'était difficile d'accès. Donc ça permettait de trouver des solutions un peu innovantes, un peu nouvelles, un peu qui devenaient un peu des solutions qui n'étaient pas des solutions parisiennes qu'on cherchait à appliquer en périphérie de Paris ou en banlieue, mais des solutions qui émanaient finalement un peu du site tel qu'il était déjà. Un autre projet, pas très loin, donc là on est plutôt dans Paris, mais on est au bord du boulevard circulaire. C'est un concours qu'on a gagné il y a quelques années, qui s'appelle Chapelle Internationale, un terrain SNCF. Donc là on est toujours sur le faisceau nord. Là c'est le boulevard, le périph', il doit être juste un peu au-dessus ici. Donc c'est la SNCF qui était propriétaire de ce terrain, qui était un terrain logistique dans Paris. La SNCF s'est engagée sur ce site à construire un nouveau bâtiment logistique, mais plus urbain, parce que là, évidemment, c'était des gros camions qui arrivaient, chargés, repartaient, etc. Donc le programme du concours, c'était on installe un gros entrepôt logistique urbain le long du fer, avec des trains qui rentrent dedans,
qui déchargent des petites choses et puis qui repartent plutôt en camionnette électrique. Donc c'est une politique de la ville de Paris où il y a un certain nombre de grosses structures logistiques très urbaines, écologiques. Et puis évidemment, donc concentrer la logistique au bord du fer et du coup gagner des terrains pour construire un nouveau quartier là-bas. Donc on est Porte de la Chapelle, on est dans un territoire très fortement infrastructurel. C'est-à-dire là, vous voyez en rose toutes les infrastructures. Donc au nord de Paris, c'est quand même le royaume de l'infrastructure. On a Gare du Nord, Gare de l'Est et 2 faisceaux. La topographie qui a obligé les faisceaux à se coller. On comprend mieux pourquoi Gare de l'Est et Gare du Nord sont très proches. Très simplement parce qu'il y a 2 monts qui sont de part et d'autre. Et il y a ce goulot d'étranglement qui font que les 2 réseaux arrivent là. Ensuite, il y a évidemment tous les réseaux du périph', du boulevard circulaire, le canal, l'autoroute A1. Donc on est dans un endroit éminemment infrastructurel. Et j'aime beaucoup cette carte parce qu'en réalité, pour moi, c'est celle qui dessine le contexte de ce territoire, qui est un contexte purement infrastructurel. Et donc nous, on a eu envie plutôt d'adresser le futur projet plutôt à ce contexte et pas essayer de parler de formes urbaines ou je ne sais quoi, ou de hauteur, mais de voir de quelle façon on pouvait réagir d'un côté à la topographie, donc là Montmartre est ici, et d'autre part à l'infrastructure. Donc évidemment, ce projet est inscrit dans un grand projet qui s'appelle Paris Nord-Est, qui est en cours de fabrication. Donc, vous connaissez peut-être certaines parties avec les McDonald's qui a été transformé ici, etc. Et donc nous, voilà, on a tout de suite voulu travailler un projet qui, en même temps, s'accroche à cette grande géographie, qu'elle soit naturelle, avec notamment Montmartre d'un côté, mais aussi infrastructurelle, et de voir de quelle façon on pouvait produire aussi, en même temps, une ville ou un bout de quartier domestique, facile, cool, où on peut vivre tranquillement. Donc très vite, ce que j'ai oublié de dire, c'est que le fameux entrepôt, donc il allait un peu verrouiller la façade. Tout d'un coup, il fait 800 mètres de long, il fait 7 mètres de haut. Donc ça veut dire qu'on n'avait plus d'horizon. À l'échelle de l'espace public, ce fameux entrepôt allait fermer la façade côté fer. Et donc nous, très vite, on s'est posé la question des rez-de-chaussée. C'est-à-dire de quelle façon on pouvait faire vivre un bout de ville un peu enclavé derrière le boulevard, derrière la rue de la Chapelle qui est construite, le fer qui allait encore plus être enclavé par la halle logistique. Et donc on a développé un peu ce projet, on a dit 2 mondes, un monde bas urbain et vivant et un monde haut plutôt de logement. Et donc on a proposé une typologie un peu particulière. On a dit qu'il fallait développer des SOHO. Donc les SOHO, encore une fois, nous on va très souvent aller chercher nos références beaucoup en Asie. À Tokyo, il y a beaucoup de ce type de SOHO, c'est Small Office, Home Office, c'est habiter et travailler d'une certaine manière. C'est un peu retrouver les vieilles typologies qu'on avait dans les vieilles villes au début du siècle, au début du siècle dernier, où il y avait l'épicier ou le commerçant qui avait son commerce et puis il habitait au-dessus. Et ça fonctionnait très bien, ça fabriquait de la ville, ça fabriquait de la proximité. Quand on le connaissait, on pouvait aller toquer chez lui, il pouvait rouvrir sa boutique et nous rendre service parce que voilà. Donc on a proposé d'avoir plutôt une programmation de SOHO en rez-de-chaussée, ce qui nous permettait d'animer tous les rez-de-chaussée dans cette zone pas facile à animer. C'est-à-dire que les études de commerce disaient qu'on pouvait mettre 1, 2, 3 commerces au maximum, une boulangerie et un café en gros. Donc je déteste les opérations d'aménagement avec les rez-de-chaussée sur OC. On fait tous du logement, on nous demande de monter les logements à plus 80 cm ou 70 pour que les gens qui habitent au rez-de-chaussée aient une intimité, blablabla. C'est pas très qualitatif. Je pense que quand on fait de la ville, c'est mieux si on arrive à trouver d'autres occupations, des occupations plus actives pour le rez-de-chaussée, qui permettent aussi d'activer l'espace public. Encore une fois, un peu le plan Noli qu'on a vu tout à l'heure, qui est un peu cette stimulation de l'espace public, cette activation. Donc on a proposé ça. Donc, SOHO, Small Office, Home Office. À l'époque, on avait dit qu'on pouvait... on avait un peu plus de 12 000 mètres carrés de SOHO. Et donc on a dit, dans 7 mètres, on peut habiter plus, habiter mieux, on peut habiter et travailler, on peut en même temps dormir, en même temps travailler. En même temps, les modes de vie sont en train de changer.
Voilà, on avait fait juste une étude à l'époque, hein, c'était, je sais pas, 2011, je crois, notre concours. On regardait juste le taux de croissance des entreprises individuelles. Donc à partir de 2005, 2006, 2007, vous voyez, il y a une sorte d'explosion un peu des jeunes qui montent leur petite boîte. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus. Donc ça veut dire que toutes ces micro-entreprises qui se créent, ces nouveaux métiers, ont besoin d'un produit immobilier qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas les bureaux qu'on nous construit. Enfin, c'est impossible, ça coûte trop cher, c'est pas adapté. Donc très souvent, nous autres architectes, je pense ça fait longtemps qu'on vit de cette façon-là et qu'on a loué des vieux entrepôts, des espaces un peu étranges que nous, on sait utiliser. Donc on disait pourquoi ne pas produire ces SOHO. Et en même temps, on a dit que voilà, sur ces 12 000, on pouvait construire 89 unités SOHO, donc pour des gens différents. Donc là encore, c'est un peu la notion que j'ai introduite tout à l'heure de la demande. Je pense que les gens on peut proposer des produits, un produit pour immobilier, mais il faut que ce produit ait la capacité de répondre à une diversité, à des gens qui peuvent se ressembler, mais qui sont tous différents. Donc des SOHO un peu différents. Donc à l'époque, bon, ça s'est pas tout à fait fini comme ça, mais à l'époque, on voulait presque faire ce projet urbain comme un bâtiment. Ça veut dire qu'on avait trouvé une sorte de trame structurelle de 7,50 m sur l'ensemble des 8 hectares. Et avec cette trame de 7,50 m, on arrivait à organiser tous les stationnements avec une rue souterraine qui permettait de rentrer et à vélo, les poubelles, etc. Et en même temps d'organiser tout le système de SOHO en rez-de-chaussée et puis des émergences pour les logements. Pour des questions de propriété, de promoteurs qui allaient faire ci, de bailleurs qui allaient faire ça, évidemment, personne n'a voulu qu'on construise un seul bâtiment faisant ville, même s'il était découpé. Bon, donc la trame, elle a un peu bougé, mais l'esprit est resté. À l'intérieur de cette trame, on montrait qu'on pouvait faire du petit SOHO, c'est-à-dire 2 fois 25 mètres carrés, donc un lieu de travail de 25 mètres carrés. Évidemment, vous l'avez compris, les lieux d'activité ou de travail se passent au rez-de-chaussée et le logement au premier, ou le SOHO classique 50-50, voilà, jusqu'au plus gros, qui permettait donc de dessiner un peu ces rez-de-chaussée actifs. Donc une sorte de socle qui monte à 7 mètres, très actif en rez-de-chaussée, c'est-à-dire, ça veut dire que la journée, il y a toujours des gens, etc. Et puis le soir, peut-être les lumières s'allument plutôt au premier. Mais très souvent, quand on a son lieu d'activité ou de travail à côté, on peut redescendre. Voilà. Donc ça permettait, dans cette situation un peu enclavée, aux portes de Paris, pas loin du fer, de trouver une façon de construire une urbanité un peu spéciale. Donc quand on avait proposé ça, je pense qu'on a gagné grâce à ça, même si on avait été classé dernier en jury technique. On était classé dernier, mais heureusement à l'époque il y avait un oral, donc on a fait l'oral. Et à l'époque, Anne Hidalgo était pas encore maire, mais elle était adjointe à l'urbanisme. Et il y avait le patron de la SNCF. On a gagné grâce à l'oral, parce qu'on a présenté le projet. Évidemment, les techniciens qui nous avaient jugés nous avaient dit qu'on était hors jeu, parce que dans la fiche de l'eau, il fallait faire une sorte de villa parisienne. Donc c'était un peu l'inverse, on faisait plutôt des maisons basses. Comme c'était enclavé, ils se sont dit on va faire des maisons basses avec des jardins, puis plutôt du logement un peu introverti autour de jardins. Nous, on trouvait ça totalement incohérent, étant donné l'inscription dans l'infrastructure, rappelez-vous, de la carte rose. Et donc c'est comme ça que tout a été inversé, on l'a gagné. On l'a gagné, mais ce n'était pas encore fini, parce qu'ensuite, quand on l'a gagné, tout le monde nous a dit « mais comment on fait des SOHO ? On n'a jamais fait, ça n'existe pas, c'est un produit immobilier qui n'existe pas ». Donc la ville de Paris a demandé à la RIVP, donc qui est une régie, qui est un bailleur social, mais qui travaille aussi, qui produit aussi des lieux d'activité, de faire une étude de marché. Donc ils ont fait cette étude de marché, et aujourd'hui, il y en a de partout, des SOHO. Donc l'étude de marché a démontré qu'il y avait un marché. Donc le produit n'existait pas, mais voilà, on l'a fait exister. Et donc aujourd'hui, il y a des projets, je ne peux pas rien vous montrer, mais tout le secteur est en chantier. Donc ça sera là dans 2 ans, quasiment. Enfin, dans 2 ans, une première phase. Dans 4 ans, toute l'opération sera construite. Bon voilà, encore une fois, montrer de quelle façon on peut, par la spécificité du lieu, par l'analyse du lieu, sa géographie, on peut, la question programmatique ou la question de l'usage, ou la question du rapport entre espace public
Et les espaces qu'ils donnent sur cet espace public peuvent être fondateurs dans la fabrique de la ville. Voilà, donc ça va ressembler un peu à ça. Un autre projet, pas très loin encore, nous on est un peu, je sais pas, il se trouve qu'on travaille beaucoup dans le nord de Paris, dans ces quartiers un peu très fragmentés. Donc ça c'est un concours qu'on a perdu, mais que j'aime beaucoup, donc j'aime bien le montrer. En fait, Chapelle, ça doit être à peu près, à peu près par là. En fait, c'est un triangle, encore une fois, un triangle un peu bizarre, qui est ici. Ça, pour ceux qui connaissent, c'est McDonald's, c'est toute l'opération McDonald's, qui est ce grand entrepôt logistique qui a été densifié. Donc là, il y a le faisceau est. Là, il y a la porte, c'est pas la porte de la Chapelle, c'est la porte d'Aubervilliers. Et donc, c'est ce terrain, donc un terrain un peu étrange. Aujourd'hui, il y a une nouvelle gare ici qui s'appelle Rosa Park. Donc, ce triangle qui était un peu une friche infrastructurelle est devenu un terrain accessible, pas si mal, etc. Donc la ville de Paris a lancé un concours pour réfléchir un peu à un truc un peu innovant. Donc nous on a dit ok, mais alors dans ce cas-là, on est dans le nord de Paris, on est presque dans le tissu industriel historique de Paris, et nous on a dit qu'il fallait faire plutôt un quartier productif. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire du logement d'un côté, du bureau, enfin la ZAC classique, 40% de logement, 20% de bureaux, un peu d'équipement, un peu d'espace public, et puis on a l'équilibre économique. Ça marche de moins en moins, parce que le bureau... et notre hypothèse, c'est qu'aujourd'hui, la ville elle a plutôt besoin aussi de lieux d'activité moins chers, pour des activités moins... qui ne sont pas que des activités de service, parce qu'aujourd'hui, c'est comme si on s'était fabriqué, comme si on était exclusivement une société de service, mais on est aussi une société qui fabriquons des choses. Je pense à des moments, il y a des gens qui impriment, qui font des cahiers, qui fabriquent des plateaux, qui utilisent des machines, des robots pour fabriquer des choses. Et des espaces pour toutes ces choses-là, on a tendance un peu à les repousser en grande périphérie, dans des zones d'activité, alors qu'aujourd'hui, toutes les nouvelles technologies, je pense qu'elles nous permettent de les repositionner au plus proche du logement. Donc on voulait un peu, sur ce triangle qui était déjà dans une situation un peu hard, un peu difficile, dire que c'était peut-être l'endroit où on pouvait, encore une fois, expérimenter une forme de mixité entre production, logement et production, un peu à l'assaut. Donc nous, on a fait ce triangle, on l'a appelé Tangram. Donc on a dit qu'il y avait... En 6 points, on avait dit, il faut qu'on retrouve la production dans la ville, que c'était un enjeu, mais y compris un enjeu social, quoi, pour créer de l'emploi. On ne peut pas créer que de l'emploi élevé de cadre, mais il faut qu'on retrouve en cœur de ville des emplois de production, qu'il faut plutôt chercher à innover plus que planifier. Donc l'idée, ce n'est pas de faire un plan et ensuite le décliner en différents lots, mais qu'on essaie de voir de quelle façon les différents bâtiments peuvent constituer une matrice intéressante. Et donc, pour ce faire, on a dit des bâtiments simples, mais une ville complexe. C'est-à-dire que tous les bâtiments, je vais vous les montrer rapidement, sont un peu basiques, mais c'est plutôt la somme des 6 bâtiments, 6 ou 7, qui dessinent un peu cette complexité. Que 1 plus 1 égale 3, que 2 bâtiments qui collaborent, ça fabrique 3, parce qu'en collaborant, ça crée une puissance en plus, une valeur en plus. Alors qu'aujourd'hui, je pense que nos modes de fabrication de la ville empêchent un peu cette coproduction entre les différents produits immobiliers. Il y a une sorte d'autonomie programmatique, etc., qui est de la coopération, et qu'ensuite, l'échelle de la question du climat ou de l'environnement puisse être pensée à l'échelle du triangle. Bon, j'ai sauté ça. Donc il y a 6 bâtiments qui ressemblent un peu à ça, donc un peu sec, un triangle, une barre, etc. Donc il y avait le solide qui était exclusivement pour de la production, un immeuble qui était exclusivement pour du logement, un immeuble qui faisait que du SO, donc qui faisait 50-50, un immeuble capable, qu'on appelait le capable, qui pouvait mixer des lieux d'activité, mais avec d'autres trames et d'autres, une usine verticale, un coopératif, où là c'est plutôt les gens qui choisissaient leur logement, qui le fabriquaient, etc. Et si vous regardez bien, chaque bâtiment, c'est la trame constructive changée, et on dessinait plutôt comme des structures capables. C'est-à-dire que, par exemple,
prenez celui-là qui est classique, il y a une trame de 6 mètres, mais ici il y a des trames qui sont beaucoup plus larges. Donc on essaie d'adapter le système constructif aux futurs usages et de dessiner un peu des structures qui étaient capables de muter, de se transformer et d'accepter un certain nombre de choses. Donc quand on disait 1 plus 1 égale 3, c'était aussi un peu, il y avait cette idée de réversibilité. Et ce qu'on s'était donné un peu comme principe, c'était de dire que si on prend le programme total, il fallait qu'on ait 30% de logements purs, 30% de logements ou 33% de production pure et 33% d'hybride, c'est-à-dire de choses qui pouvaient être réversibles, soit vers l'un, soit vers l'autre, et qu'à un moment donné, on pouvait, d'une certaine façon, créer un peu cet écosystème qui faisait qu'on fabriquait de la vide, mais on fabriquait aussi un tissu qui était capable de créer de l'animation, de créer des coproductions, que des agents urbains puissent trouver place, que des micro-entreprises peuvent trouver place, que aussi des un peu plus grosses, etc. Et ensuite, tout le système de climat passait par ces poteaux, qui étaient des poteaux, vous les avez vus, ils étaient un peu surdimensionnés, donc ils étaient creux. Donc tous les réseaux, tout le système un peu de rafraîchissement et de chauffage et de passer par le système des poteaux. Donc tout le système constructif était aussi un système environnemental qui dessinait presque une sorte de smart grid, même pas trop ce mot, mais qui dessinait une sorte de mutualisation en tous les cas environnementale entre les différents bâtiments. Ça c'est des maquettes, je vais passer un peu vite. Donc voilà, donc ça donne un peu ce type d'ambiance où là on a ce bâtiment qui lui est un bâtiment qui peut mixer des activités et du logement. Ici un bâtiment à usage de logement. Là il y avait des plans. Je vais un peu vite, j'ai d'autres choses. Donc à la fin, ça dessinait une sorte d'univers avec ici, c'est mal dessiné, il n'y a pas toutes les informations, mais ici ça donnait accès vers Rosa Park ou à travers les bâtiments, à travers la cour. De l'autre côté, il y avait une façade plutôt logistique, donc tout l'appareil de production était plutôt de ce côté-ci, avec une cour encaissée qui permettait de faire rentrer des camions ou des petites camionnettes et puis de gérer un peu tout le système de production, plutôt des camionnettes électriques. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense faire de l'urbanisme, c'est aussi penser la logistique, penser une logistique de demain. Et on ne peut pas juste empêcher de dire ça c'est interdit, ça c'est interdit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on reverse un peu en périphérie, alors qu'il faut plutôt trouver le moyen d'intégrer le maximum de choses. Et donc ça dessinait ce type d'ambiance où on pouvait habiter, produire, mais aussi être dans des lieux plus lourds où des utilitaires pouvaient rentrer. Et donc, c'est cette idée de retrouver un peu la possibilité que des choses puissent se mélanger. Je pense que si on retrace l'histoire de l'urbanisme depuis quelques décennies, on a plutôt eu tendance, on est tous partie prenante, à éloigner les choses les unes des autres. Même si on ne parle que d'urbain, qu'on ne parle que d'espace public, mais en réalité, on a éloigné les choses. Et que, par exemple, ce type d'ambiance qu'on peut retrouver dans des tissus urbains existants, quand on va dans toutes les vieilles villes, à des moments, il y a une vieille unité de production, il y a un commerçant, il y a des gens qui habitent, il y a un bar, il y a un restaurant chinois. Tout ça fonctionne à peu près, mais c'est plutôt agréable. Et je pense qu'aujourd'hui, nos outils ne nous permettent plus de fabriquer ce type d'imbrication. Et je pense qu'avec les nouvelles technologies, avec le fait que la robotisation de la production, le fait que le numérique est en train aussi de rentrer dans le système de production, il y a des nouvelles proximités qu'on peut réimaginer et on peut peut-être retrouver des nouveaux outils urbains. Autre projet, donc là, je pars plus au nord, là, on est à Lille. C'est pareil, c'est un concours qu'on a gagné il y a quelques années. C'est une grosse usine qui fait, une vingtaine d'hectares, dont plus de 50%, c'est des grandes halles. C'est une usine sidérurgique dans laquelle a été construit, par exemple, tout le toit du musée d'Orsay, mais plus récemment tout le métro de Lille. Donc, ça s'appelle Lille, Fives, Caille, Babcock, donc une usine un peu du nord de la France qui produisait des choses.
Bon voilà, maintenant c'est devenu propriété à l'époque de la métropole. Et donc ils ont lancé un concours pour évidemment transformer tout ça en un quartier mixte, logement, etc. etc. Donc voilà, c'est pour vous repérer, le Congrès Expo est là, la gare TGV Euralille est ici, Saint-Sauveur, pour ceux qui connaissent, est là. Donc on est de l'autre côté du périph', ici, dans un tissu de faubourg ouvrier, donc plutôt un tissu de faubourg qui s'est créé, qui s'est constitué autour de cette usine sidérurgique. Donc quand on va dans le quartier, tous les gens qui habitent là avaient soit leur père, soit leur grand-père ou leur oncle qui travaillait dans cette usine. C'est dans cette usine qu'a été créé l'Internationale socialiste. Donc voilà, c'est une sorte de monument social. Donc je me rappelle quand on a été invité pour faire ce concours, donc la première chose, voilà, on nous a invités à visiter le site. Donc là, c'était les photos de l'époque. Hein. Et honnêtement, quand on visitait ce site, on se disait, waouh, c'est dingue, l'échelle des espaces. Donc il n'y a aucune valeur patrimoniale au sens patrimoine avec un grand P, mais il y avait une sorte de puissance de l'espace qui était énorme, des grandes halles qui montaient à 10, 12, 15, jusqu'à 25 mètres, comme celle-là. Il y en avait une qui montait très haut, celle-ci, je n'ai pas d'image de l'intérieur. Et on est sorti de là en se disant... Et en fait, ils construisaient, les halles, elles étaient construites chaque fois pour une pièce. Donc quand ils avaient des grandes pièces, ils construisaient une halle qui faisait 20 mètres, une petite pièce, une halle qui faisait 12 mètres, etc. Donc c'est pour ça que ça dessinait ce skyline. Et vous voyez que le rapport d'échelle entre les petites maisons R+1 ouvrières et l'usine est assez puissant. Donc nous, très vite, on a dit, ça c'était la maquette du rendu du concours de l'époque, on a dit, nous on garde l'usine. On garde l'usine parce que si on la démolit, évidemment, dans la tête de la ville et de la métropole à l'époque, c'est dire on rase et on fait une opération d'aménagement classique. Alors nous, on a fait évidemment l'hypothèse, mais dès qu'on enlevait l'usine, on pouvait faire une opération d'aménagement, mais R+2, allez, R+4. Mais si on fait R+4, c'était méchant par rapport à la ville qui était, au tissu qui était existant. Donc on s'est dit le moins méchant, peut-être, c'est de garder l'usine. Et de dire on habite à R+1, mais à l'autre côté de la rue, il y a un mur qui monte à 30 mètres. Et peut-être que, voilà, au moins c'est une histoire, etc., etc. Donc on l'a gagné comme ça, difficilement, parce qu'on avait beaucoup de gens contre nous dans le jury, parce que évidemment les aménageurs, ils ne voyaient pas ça d'un très bon œil, ils avaient l'impression qu'ils n'allaient jamais s'en sortir. Ils ont eu un peu raison, parce qu'on a eu du mal à la sortir, cette opération, mais on a gagné. Et en fait, on a gagné en disant, à l'époque, le jour du jury, on a dit la démolition n'est pas un préalable. On a dit, on ne va pas dire on démolit ou qu'est-ce qu'on démolit aujourd'hui. On n'en sait rien. On n'avait pas d'études techniques, on n'avait pas... Il manquait plein de choses. Hein. Il n'y avait pas les études de pollution, il n'y avait pas les études techniques des halles, si elles tenaient, si elles étaient en forme, pas en forme, etc. Donc nous, on a dit, a priori, on veut tout garder. On va plutôt densifier sur les territoires qui sont autour. On va plutôt habiter ces halles. Donc ça, c'était aussi des maquettes qu'on avait fait à l'époque. On montrait que c'était un potentiel, qu'à un moment donné, transformer cette usine, ça pouvait faire adresse, alors que tout rasé, on faisait une opération d'urbanisme un peu banale, avec des petites maisons, des petits immeubles de rapport, etc. Donc voilà, donc ça fait quelques années qu'on bataille avec tous les services de la métropole, de la ville. Donc aujourd'hui, voilà, c'est en train de... Voilà, le projet est en train de se faire. Et pareil, dans nos propositions, ça nous permettait aussi de proposer aussi des logements très bas, R+2, R+3, autour de ces halles qui montaient à 15-25 mètres, mais aussi des logements très hauts, qui montent, d'ailleurs, il y a Xavier de Gaëter qui vient de gagner une tour qui monte à 50 mètres. Donc ça nous permettait, encore une fois, de dessiner un paysage comme ça, un peu hybride, qui pouvait absorber des choses, s'adapter. Bon, c'est un peu dur, hein. Il a fallu discuter avec les habitants, faire des réunions de concertation, se faire un peu insulter, mais en même temps expliquer, prendre le temps d'expliquer. Et à un moment donné, on change un peu le projet, et à un moment donné, ça passe, mais l'esprit du projet est toujours là. Donc voilà, on disait la démolition n'est pas un préalable. Donc là, vous voyez juste des chantiers, parce qu'évidemment, il faut désamianter, etc. Donc il faut un peu démonter pour remonter. Et à l'époque, on avait fait ce dessin, je ne sais pas si c'est clair, il n'est pas très clair, où on disait que la valeur de ce site, ce sont ces halles, et que ces halles pouvaient être finalement un peu les volumes capables pour des programmes qu'on ne connaissait pas à l'époque. Nous, on disait, on n'est pas obligé de connaître tout aujourd'hui. Je pense que c'est ça un peu le problème
d'une opération d'aménagement classique. Quand on fait une ZAC, il faut que le bilan financier, on l'écrit tout de suite. Donc on est presque obligé d'avoir le programme en disant 1200 logements, je ne sais combien de milliers de chônes de temps. Et alors qu'une opération, si on veut la régler, à un moment donné, le programme, il faut qu'il soit ouvert, etc. Donc on a réussi parce qu'on avait aussi un maître d'ouvrage intelligent qui est la Sorelli, qui est la SEM de Lille. Donc ça, ce à quoi va ressembler globalement le projet. Ça a un peu bougé depuis. Donc là, par exemple, c'est un lycée hôtelier. Donc là, c'est pareil, c'est la région qui voulait installer un grand lycée hôtelier sur le secteur. Donc au départ, lycée hôtelier international, c'est très bien. Mais la région, première réunion qu'on fait avec la région, elle nous dit pour un lycée hôtelier, il me faut 5 hectares. Je lui dis, mais c'est quoi la surface du lycée? Ils disent 25, 28 000, ou je sais pas. Je dis 5 hectares pour 28 000 mètres carrés de construction. Donc pareil, donc il a fallu passer beaucoup de temps avec la région pour expliquer que ce n'était pas un lycée comme les lycées qu'on construit en seconde couronne des villes, un peu dans la campagne, mais que c'était un lycée urbain et qu'à la fin, ils ont eu un terrain de 1,2 hectare, donc un lycée dense, intense, qui se concentre autour d'espaces publics, etc. Donc le lycée est là, c'est un concours gagné par Caruso St. John, les Anglais. Donc évidemment, ensuite, il y avait toute une réflexion sur l'espace public, donc on garde les halles, mais il y a des grandes cours industrielles là, qui sont ces 2 cours. Donc on en reconstitue une troisième un peu dans les faubourgs. Donc tout le projet est structuré autour de ces 3 grands espaces publics. Donc un qui va être plus minéral, l'autre plus jardin et l'autre plus espace public, enfin plus ouvert, plus animé. Et ensuite toute une série de venelles qui viennent un peu croiser le grand quadrilatère, on appelle ça le grand quadrilatère, dans lequel que vous avez vu tout à l'heure, qui est ce skyline de halles industrielles. Après, troisième élément, comme on gardait toutes les halles, on a dit c'est super, il pleut beaucoup à Lille, on a un énorme parapluie, on avait fait plein de calculs et on travaillait avec Pascal Cribier, qui est décédé depuis, qui a travaillé avec nous. Et lui, je me rappelle, la première fois on allait sur l'usine, il m'a dit on va transformer l'usine en usine. Je lui ai dit mais comment ça? Il me dit on va faire une usine d'eau. Il adore travailler avec l'eau, c'est un paysagiste, il adore travailler avec l'eau, qui dit si on garde toutes les halles, tous les toits, on prend toute l'eau, on avait calculé au pluviométrie, je ne sais plus en tête les chiffres, on récupère les eaux, on les stocke, et au lieu d'aller... Parce qu'à Lille, ils ont plein de chantiers, ils construisent en souterrain des énormes réserves d'eau pour éviter que Donc ils claquent beaucoup d'argent pour des structures en sous-sol pour récupérer les eaux. Donc ils me disent on les récupère, on les stocke et on les fait tourner dans des jardins d'eau que vous voyez là. Qui est tout ce réseau-là, qui sont comme des goulettes, donc qui vont être suspendus, qui vont être en acier, autour duquel sont des jardins. Il y aura toujours de l'eau qui va circuler dedans, qui est que de l'eau de pluie recyclée qui tourne, qui va en même temps rafraîchir, en même temps qui va évidemment permettre au jardin d'augmenter. Donc il y avait tout un système donc, avec des grands réservoirs, voilà, dont un qui est construit maintenant. Donc c'est un énorme réservoir en béton brut, donc où toute l'eau, c'est-à-dire que toute l'eau de tout le quartier arrive dans cette sorte d'énorme machin, énorme, comme un énorme château d'eau, qui lui va ensuite permettre à tous ces jardins d'eau de circuler, même l'été. C'est-à-dire que l'eau circule même l'été, c'est-à-dire qu'on sera dans de l'eau qui va circuler dans les jardins. Donc évidemment, ensuite, nous on a dit, il faut, enfin, vous l'avez compris, donc on essaie de travailler toujours des paysages différents, donc ça c'est l'usine, en disant qu'il faut proposer du logement bas, parce qu'il y a eu un désir de logement bas dans les faubourgs lillois, dans ces quartiers de Lille, mais aussi habiter la hauteur, parce qu'à un moment donné, on peut donner à voir le grand paysage, la géographie, et puis peut-être une troisième typologie qui est comme de quelle façon on est en frottement ou en voisinage avec les halles existantes et de quelle manière ça décline un peu des façons d'habiter un peu différentes. Voilà, ça. Ensuite, on a travaillé un peu par séquence. L'accès historique de l'usine se faisait plutôt par là, parce que c'était le fer. Demain, ça va se faire plutôt par là, à partir des faubourgs. Il y a une station de métro qui est à peu près ici, là. Donc c'est ça l'îlot qu'a gagné Xavier de Gaiter. Le lycée est déjà construit, ça va démarrer bientôt.
Une des halles devient un grand passage couvert, qui va donner un peu la traversée entre le quartier de Faubourg et l'autre quartier de Faubourg. Ce qu'il faut imaginer, c'est que jusqu'à il y a peu, l'usine, c'était comme un bouchon dans ce quartier. C'est-à-dire qu'elle était murée, et tous les gens qui habitaient de part et d'autre, parce que la rue, les commerces sont par là, donc les gens qui habitaient de l'autre côté étaient obligés de faire à pied le tour. Ils perdaient, je sais pas, 20 minutes, parce qu'évidemment, c'est un dédale de petites rues, pour aller chercher leur baguette de pain, etc. Donc évidemment, la première utilisation des halles, c'était de faire un passage couvert ici, qui longe le lycée hôtelier, avec toutes les activités publiques du lycée qui s'ouvrent sur le passage couvert, donc les restaurants d'application, on voit les étudiants travailler, couper de la viande, faire des gâteaux, du pain, etc. Dans le lycée, il y a aussi un gymnase qui est pour le lycée, mais ouvert aussi au quartier. Donc ça nous permettait tout de suite d'avoir un adressage sur ce passage couvert qui était assez important. La grande réserve d'eau était là. Et puis là, demain, ça sera plutôt une association, une sorte de grand coworking. Je ne sais plus très bien. Un truc sur l'île qui développe ça, je ne sais pas. Et puis, sur toute l'autre façade, c'est une halle gourmande. C'est une sorte de grand marché avec des lieux de production de cuisine et puis de la restauration qui va se passer sur la grande halle et qui va aussi animer le secteur. Et aujourd'hui, on travaille sur des bouts de halle ici pour installer Merthe. Pour ceux qui connaissent l'île, Merthe, c'est le plus vieux pâtissier lillois ancestral qui est là depuis 1800 et des poussières, qui, comme tous les grands pâtissiers, a aujourd'hui que 3 points de vente dans le monde, mais qui a envie de se développer. Donc il veut délocaliser tout son outil de production ici, mais avec aussi un outil de démonstration, aussi un outil où on va pouvoir consommer. Donc voilà, donc on est toujours un peu dans cette ville productive, c'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, on vient fabriquer de la super pâtisserie, la montrer. J'ai visité ces usines qui sont dans le Vieux-Lille, c'est incroyable, c'est de la pâtisserie à méthode à l'ancienne. Il veut rester là-dessus, mais il veut se développer. Bon, après, il y a du logement, il y a toutes sortes de choses. Bon, je vais passer ça. Voilà, ça donne un peu des ambiances comme ça, où voilà, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'espaces publics extrêmement étroits, mais aussi des espaces publics assez larges. Voilà, tout ce jeu des halles, ça nous permet d'avoir aussi des grandes transparences. Donc toute la cour ouest, évidemment, on la restitue, y compris avec le faisceau ferré, les trames du fer qui sont, du réseau ferré qui desservait l'usine. Là, on est plutôt dans le lycée hôtelier. Donc, le lycée hôtelier, il est fini, il est ouvert depuis cette année, depuis septembre. Donc ça, c'est 1200 étudiants qui viennent apprendre à faire de la cuisine, de la boucherie, de pâtisserie, boulangerie, hôtellerie, etc. Donc tout de suite, c'est habité. Et donc là, c'est une halle réhabilitée avec un jardin intérieur. Et puis là, vous voyez en orange un peu tout le système capable qui est en train de se mettre en place autour du passage couvert. Je vais montrer des photos. Donc là, voilà, ça c'est déjà construit. C'est encore en fragments, c'est pas fini. Donc là, vous voyez le passage couvert qui est ici, qui est dans l'axe. Ça, c'est le lycée. Ça, c'est le gymnase du lycée. Donc là, c'est une rue qu'on a creusée. La rue qui emmenait au métro n'existait pas auparavant. Donc on a négocié avec un bailleur social. On est rentré dans son patrimoine. On a créé une rue. On va probablement construire des logements pour accompagner cette rue. Et puis on arrive sur ce grand passage couvert. Et je peux vous dire que quand aujourd'hui on voit la réalisation, on se dit si on avait tout démoli, on aurait une rue, petite rue de 12 mètres avec des petits arbres de part et d'autre, un peu absurde, alors que là on est dans une sorte de puissance de l'espace que plus personne ne sait financer, qu'on a réussi à... Enfin pas que nous, je pense que la SEM a été très forte avec nous à nous défendre et à défendre le projet auprès de la ville et de la métropole. Et je peux vous dire que tout d'un coup, ça sera probablement un quartier très fort. Donc là, on est dans le passage couvert, donc on voit, bon là on ne le voit pas, mais là c'est tous les lycéens avec leurs petits costards. Donc ce que vous voyez ici, c'est on voit tous ces gens, tous ces jeunes qui travaillent, qui produisent. Et puis là, ça a sorti. J'en fais un dernier. Allez, un petit dernier, ce qui ressemble, ça c'est un dernier concours qu'on a fait, mais
qui ressemble beaucoup à Lille, parce que du coup, on s'intéresse à ce type de territoire. C'est une autre usine comme ça, mais à la Courneuve, qui s'appelle aussi Babcock. Je pense que c'était la même. Sauf qu'elle est tout en béton, pareil, sublime. Tu vois, dans les espaces, un truc un peu incroyable. Donc on est toujours à pleine commune, avec l'idée un peu l'idée de la création, de la culture. Donc nous, c'est pareil. Nous, on est un peu mononeurone, on propose toujours à peu près la même chose. Vaut mieux d'ailleurs, quand on est acheteur, de proposer toujours la même chose, le faire au moins 3 fois pour être sûr que ça marche. Donc nous, on dit toujours faire un quartier productif qui mélange de l'habitat, etc. Donc voilà, que quand on voit ça, on se dit ça pourrait devenir ça ou ça pourrait devenir ça. Et que si ça devenait ça, ce serait vraiment super. Et qu'on ne démolisse pas pour tout neutraliser, qu'à un moment donné, des menuisiers, qu'on retrouve un peu le savoir-faire. Je pense qu'on l'oublie et je pense que l'urbanisme ou le programme permettent de remettre le savoir-faire un peu au cœur de la ville. Donc là, c'est pareil, on a dit qu'il fallait passer de l'usine à la machine métropolitaine. Un peu dire que cette usine, il fallait que ça devienne une sorte d'usine. Parce qu'il faut un peu, évidemment, garder le maximum de choses, densifier, rajouter des choses, mais trouver une nouvelle mixité. Alors, toujours le fameux plan de Rome dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais un peu Crystal Palace. Je ne sais pas si vous avez des images de Crystal Palace à Londres, qui étaient un peu ces halles gigantesques, mais dans lesquelles il se passait un monde. Donc, on se disait, on peut faire exister un monde ici, ou Fun Palace, que ce monde il peut être très flexible, très ouvert, qu'on pouvait y habiter, et que finalement, quand on comparait, là c'est l'usine de Babcock, c'est pas loin du Palais Royal, c'est pas loin de Jussieu, de je sais pas quoi, enfin je sais plus ce qu'il y avait ici, pas très bien, de la maison de la radio. Donc c'est voilà, une échelle relativement importante dans laquelle on pouvait aussi installer un bout de ville. Donc là vous voyez un peu à quoi ressemble le projet. Donc, évidemment la première chose c'était de quelle manière c'était un peu l'espace public. Donc ça, ce que vous voyez c'est un peu les vides qui nous permettent un peu de rentrer. Donc un passage couvert ici, un système de jardin, un réadressage de l'usine sur cette rue qui est très importante. Ici, plutôt un système logistique, parce que quand vous voulez mettre de la production, parce qu'il fallait aussi que des petites camionnettes rentrent et sortent. Et on a travaillé avec une start-up qui développe que des utilitaires électriques hyper intelligents, donc qui est prêt à installer une usine à l'intérieur, enfin une plateforme logistique dédiée au projet, mais qui peut aussi fonctionner à une échelle un peu plus grande. Voilà, donc ça dessinait, les espaces publics que vous voyez, c'est autant d'ambiance, autant de climat, comme des cours dans les seaux, un passage couvert, les traverses logistiques, la cour des bouleaux, le jardin central, une serre, etc. Donc ça dessinait tout un réseau d'espaces publics en continuité, mais qui dessinait des ambiances, des climats un peu différentes. Et puis aussi toute une programmation qui allait de la culture, logement, formation, production, et hôtel, parce que encore une fois, quand on fait de la production, il faut aussi former. Je pense qu'aussi les jeunes, je sais pas, moi on a fait, je ne l'ai pas montré ici, mais on a fait toute une recherche. On était invité à la Biennale de Rotterdam l'année dernière, et on nous a demandé de travailler avec la ville de Rotterdam sur un scénario Rotterdam ville productive. Aujourd'hui, Rotterdam en réalité, elle a un port tellement évolué, tellement à la pointe qu'il n'y a que des robots. Donc Rotterdam, qui avait, toute sa population était employée au port, se retrouve beaucoup au chômage. Enfin, il y a beaucoup de chômage. La classe populaire n'a plus d'emploi, même si le port reste le plus grand port d'Europe, un des ports les plus importants du monde. Mais il ne crée plus d'emplois, il crée plutôt de la valeur. Même toutes les grosses boîtes, elles sont plutôt à Amsterdam, parce que c'est plus cool de vivre à Amsterdam qu'à Rotterdam. Et donc aujourd'hui, Rotterdam se retrouve avec une sorte d'infrastructure un peu énorme, et donc l'hypothèse c'est de voir de quelle façon on pouvait en faire une ville un peu axée sur l'idée de production, parce qu'il y a plein d'espaces, plein d'infrastructures, etc. Et donc on a passé 6 mois à travailler avec la ville et sur la ville, et ce qui, en tout cas personnellement m'a marqué, c'est plutôt les lieux de formation. C'est-à-dire, autant en France, quand on dit ton fils fait un BTS
tu as l'impression que c'est foutu, sa vie est foutue. Aux Pays-Bas, ce qui est intéressant, c'est que, où la vie de son père est foutue aussi, et aux Pays-Bas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit plein de complexes où il y a des lieux de production, des lieux de formation, des plateformes de recherche, des chercheurs, et puis plein d'étudiants, mais qui sont plutôt tendance un peu BTS, et que ça fabrique des fragments où il y a des logements étudiants et tout ça. Et tu rentres là-dedans, tu vois les gens travailler, ils produisent, il y en a qui font dans l'acier, il y en a qui sont dans le plastique, il y en a qui sont... Et c'est des univers très intéressants, et on a l'impression que ça fonctionne bien. Et ça, c'est pareil, en France, un peu, il y a les, je sais pas, les IUT ou je ne sais quoi, je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça, à l'époque ça s'appelait comme ça, mais c'est toujours un peu des objets, un peu quelque part dans un coin, qui sont déconnectés du monde économique, déconnectés du monde de la recherche, etc. Donc l'idée ici aussi, c'était de dire, si on produit, mais il faut aussi former, il faut aussi habiter, il faut aussi se cultiver, et qu'on peut créer une sorte d'écosystème, voilà, c'est-à-dire le Skyline que vous avez vu, il peut devenir ça. C'est une maquette du projet, que vous voyez un peu les différents programmes et comment ils se déclinent. Là, vous voyez un peu le projet, donc il est un peu méchant, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour rendre le projet jouable, il faut un peu densifier, il faut un peu construire du logement, il y a 60 000 mètres carrés de programmes en plus qui permettent de financer des espaces culturels, des espaces productifs qui sont moins rentables. Un espace productif, c'est 100 € le mètre carré. Du logement, c'est je ne sais pas combien, je ne connais pas les tarifs, je ne suis pas un promoteur, mais ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un équilibre à trouver. Je pense que cet équilibre, il est trouvable si on en a l'ambition, la volonté, et on peut fabriquer des écosystèmes qui sont plus soutenables, plus durables. En plus, on est à la Courneuve, donc l'idée, c'était aussi que les jeunes un peu de la Courneuve trouvent une sorte de plateforme dans laquelle ils peuvent bosser, mais aussi apprendre, etc. Donc là, vous voyez tout le plan de rez-de-chaussée, donc qui devient une sorte de plan Noli un peu revisité, où on gardait 3 halles, parce que la ville voulait garder 3 halles pour des manifestations culturelles. Donc là, on est plutôt dans du logement et des seaux en rez-de-chaussée. Là, c'est plutôt de la production. Là, des logements, là, des ateliers d'artistes, là encore logement. Et puis là, plutôt un lieu de travail. Alors c'est ici, Montreuil, alors je passe... Ouais, un lieu un peu mixte où il se passe pas mal de choses. Donc là, c'est le passage couvert. Et en même temps, le fait de travailler de cette façon-là, ça permettait de dessiner des rapports en coupe assez intéressants, assez nouveaux, entre les rez-de-chaussée des immeubles, le passage public, les seaux. Donc des choses qu'aujourd'hui, dans une opération, encore une fois, un peu classique, on ne sait plus faire. On est toujours un peu dans l'autonomie, tout le monde est autonome, tout le monde est chez lui, etc. Et les urbanistes que nous sommes, on se bat pour essayer d'avoir un minimum d'urbanité, mais à la fin, c'est vraiment le minimum. Donc, cours des Bouleaux, là, c'est le jardin, là, c'est la nouvelle façade côté rue Raspail, donc là, il y a une des halles qu'on vitre totalement pour en faire une sorte de grande serre qui devient une sorte de porte d'entrée dans le système un peu de halle, mais elle est encadrée par du logement, voilà, de cette façon-là. Voilà, donc ça dessine une sorte d'univers qui devient assez riche, mais en même temps ouvert, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la programmation n'est pas totalement fermée, il y a des équilibres qui sont là, mais l'économie du projet n'est pas fermée. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on travaille avec la ville sur ce qu'ils attendent exactement, etc. Et tout peut se régler petit à petit. Pareil, donc pareil, bon, là, on ne fait pas des jardins à boulettes, mais l'idée, c'est comme il y a ce parapluie, c'est qu'on réutilise toute l'eau pour animer tout cet espace de serre et de place que vous avez vu ici, celle-là. Je ne sais pas si vous voyez, là, il y a l'eau qui coule ici, qui permet de gérer un peu toute cette bande un peu agricole. Voilà, donc ça, c'est toujours les photos de la maquette, donc côté rue Raspail, que vous avez déjà vu. On a installé sur une des halles, on a appelé ça une halle des savoir-faire. On a identifié, c'est vrai qu'on va aussi à la recherche de preneurs. Donc on a identifié des artisans qui se sont mutualisés. Donc il y en a un qui fait de l'imprimerie, la plus vieille imprimante, mais d'imprimerie, des années 60. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y en a un en France qui l'a.
c'est le top de l'impression. Donc lui, il en a 2. Donc il fait que de l'impression voilà, de très haut niveau. Il y a un mec qui travaille le cuir, un mec qui travaille des motos. Donc l'idée, c'est qu'ils veulent tous se mutualiser. On appelait ça la halle des savoir-faire. C'est que des gens qui font des choses très basiques, mais qui les font bien et qui se mutualisent aussi pour former les gens. C'est-à-dire qu'il y a un espace de formation où ils accueillent des stagiaires, etc. Bon, voilà, la production, ça peut être aussi ça. C'est des choses assez basiques, mais qui font que dans la ville, on retrouve un peu des activités en ville, mais que ces activités, elles sont utiles, qu'elles permettent de former des gens, etc. Et après, il y avait... Alors évidemment, c'est un site un peu énorme. Et ce qu'on propose à la ville, c'est aussi de dire qu'on l'ouvre partiellement dans un premier temps. Donc on n'ouvre que ce que vous voyez en rose, qu'il y a une phase un peu de préfiguration avec peut-être des installations, des objets un peu éphémères, architecturaux, qui peuvent préfigurer soit des lieux culturels, des lieux de production, etc. Et qu'ensuite, il y a une sorte aussi de montée en puissance un peu du territoire. Bon, c'est un projet, vous l'avez compris, on l'a fait avec des promoteurs, donc c'est-à-dire qu'économiquement, ça tourne. Donc même la phase préfiguration, elle est financée. C'est-à-dire qu'il y a aussi, aujourd'hui, faire de l'urbanisme, c'est aussi accompagner un peu la mutation d'un territoire. Puis après, évidemment, c'est peut-être la dernière image, dire que si on fait ça, ça permet aussi de stimuler ou d'embrayer sur un projet urbain beaucoup plus grand. Et l'idée, c'est pas de faire le projet et ensuite faire le projet de Babcock, mais plutôt l'inverse. On fait d'abord Babcock, et une fois qu'on fait cette usine un peu puissante, comme un écosystème un peu puissant, ça peut un peu diffuser sur le territoire. Donc il y a la gare RER ici, demain Grand Paris Express là, et puis il y a beaucoup de lieux d'activité autour, en friche ou pas, qui marchent, qui fonctionnent, mais qui donnent en tout cas à la ville la possibilité de développer un projet urbain plus conséquent, un projet de développement économique plus conséquent après. Merci. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention et la présentation de ces projets emblématiques. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Profitez-en. On va boire un coup, non? Personne n'a de... Si? Vous parlez d'installer plusieurs activités à chaque fois que vous construisez quelque chose. Est-ce que vous pensez que ça serait cohérent d'inscrire dans les plans de développement des villes de dire qu'il faudrait réaménager des espaces qui vont être un peu... où tous les bâtiments vont servir à la même chose pour donner plusieurs activités à un espace? En gros, ce qu'il faudrait... ouais, c'est ça. L'espace où il va y avoir une seule activité, en donner plusieurs, donc de la production, du logement, etc. Dans des espaces qui existent déjà, qui sont à peu près viables, quoi. Oui. Non, je n'ai pas tout compris, mais par exemple, juste pour revenir sur le projet de Pleyel, ça, Pleyel, on est à pleine commune, c'est un territoire un peu communiste, etc. Donc, par exemple, ils ont je sais pas, eux, ça fait longtemps que c'est quand tu fais une opération d'aménagement, c'est 30% ou 40% de logement social, etc. Enfin, avec des règles très fortes. Et donc, nous, à l'époque, on leur a dit, dans vos chartes, qui sont déjà un peu dures, est-ce qu'on peut pas rajouter que dans chaque opération d'aménagement, quand il y a du bureau, il faut dire qu'au moins 30% des surfaces dédiées au bureau sont des surfaces productives. C'est-à-dire que des surfaces un peu plus flexibles, qui ne sont pas du bureau high-tech, avec des fenêtres, un peu la Ray-Ban, des trucs, des salles de réunion un peu écrasées, invivables, etc. Mais plutôt un peu plus d'espace, un peu comme ici, si c'était à plat, on peut tout d'un coup se mettre à 50 et travailler. Bon, ils ne l'ont pas fait, mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont eu peur que, en termes de marché, ça se retourne contre eux. Mais je pense que ça va venir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, beaucoup de villes, je vous ai parlé de Rotterdam, mais je travaille beaucoup à Bruxelles. Et par exemple, Bruxelles, aujourd'hui, qui est une ville aussi déjà historiquement productive, et aujourd'hui, ils ont une politique pour retrouver des espaces productifs en ville, contemporains, modernes, avec des robots, avec le numérique.
Après, moi, je connais des gens, des chercheurs aux États-Unis qui sont en train de travailler sur l'usine du futur, mais des choses assez sérieuses qui sont en train de se passer à Singapour ou ailleurs, où la robotisation accrue nous permet presque de remettre des usines en cœur de ville. On peut mettre une grosse usine sur les Champs-Élysées, dans 15 ans, si on voulait, avec des plateaux de 2000 mètres carrés superposés où on peut fabriquer des trucs ultra sophistiqués. Donc tout ça, je pense que nos modes de fabrication de la ville, ils ne les ont pas totalement intégrés. On est encore un peu l'inertie d'il y a 20 ans qui tourne encore. Voilà, donc nous, à notre petite échelle, on essaye de bouger les trucs. Donc des fois, c'est compliqué, c'est pas facile de porter ce genre de sujet parce que comme ils sont nouveaux, personne ne les connaît, économiquement on ne les connaît pas, donc il faut de l'énergie de tous, il faut trouver un élu qui veut bien le porter avec toi, les techniciens qui veulent bien le porter, mais si tout le monde s'y met, je pense il y a la possibilité de démontrer que c'est possible. Et voilà, Lille, je pense qu'on va démontrer qu'il y a une autre façon de faire qui est possible. Chapelle, c'est pareil. Pareil, c'était des projets, mais compliqués pour nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une agence normale, elle l'aurait lâché. Nous, on n'a pas lâché, on a dit on fait ça ou on sort, on se casse. On arrête ce projet, parce qu'on ne veut pas faire autre chose. Mais voilà, on l'a porté, donc des fois, voilà, avec 2 ans où il ne se passe rien, parce que tu es toujours en train de persuader les gens à ce que ça se fasse, mais à la fin, ça, c'est en train de se faire. Alors peut-être qu'on avait l'idée un peu trop en avance, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, l'innovation, c'est devenu un peu le mot bateau. Tout le monde veut être innovant et faire de l'innovation dans ses projets. Voilà, que ce soit Chapelle International ou Lille, c'est des projets qui ont 10 ans. C'est-à-dire qu'ils ont été pensés comme ils sont il y a 10 ans. Et qui sortent aujourd'hui, puisque peut-être, bon voilà, ils ont commencé à sortir il y a 3 ans, mais qui sont restés bloqués pendant 4 ans, parce qu'on ne les comprenait pas, on ne comprenait pas quelles étaient les modalités pour les faire. Et aujourd'hui, voilà, je pense que les gens qui les ont faits sont persuadés que c'est bien. Et qu'aujourd'hui, quand on regarde tous les concours Réinventer Paris, Réinventer blablabla, là, dont vous entendez sûrement parler ici, voilà, c'est des questions qu'on se pose, mais un peu de façon superficielle, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver sur la façon de fabriquer la ville, qui est en train de faire muter les choses. Donc il ne faut pas que ça devienne que des Réinventer Paris qui sont un peu bling-bling, un peu paillettes et verdure, mais il faut aussi travailler le fond et de regarder de quelle manière on peut faire changer la donne. Donc oui, je n'ai pas tout compris ta question, mais oui. Merci. Bonjour. J'ai une question sur la situation sur production, mais production d'électricité, parce que on est dans une période, on a des voitures hybrides, les vélos électriques, des portables, des ordinateurs, donc c'est important de pas juste consommer, mais aussi utiliser les productions renewable energy, je ne sais pas en français. Donc, est-ce que vous avez pensé d'ajouter tout ça dans votre projet ou sinon, pourquoi pas? Oui, bien sûr. C'est oui, toujours. Non, mais oui, bien sûr. Aujourd'hui, je n'ai pas à parler je parlais beaucoup d'eau parce que c'était plus emblématique, l'eau, dans les projets que j'ai montrés. Mais évidemment que la question de l'énergie, elle est importante et qu'on travaille... Est-ce que j'ai un exemple précis? Mais par exemple, quand j'ai parlé du bâtiment, le projet avec les triangles, Tangram, oui, il y avait tout un système où la production permettait de chauffer le logement. Enfin, il y avait toute une étude, c'est pas moi qui l'ai faite, je ne suis pas spécialiste, mais on travaille avec des ingénieurs environnementaux et qui travaillaient sur la notion d'énergie. On a trouvé une équation, elle n'était pas totalement... Mais il y avait des hypothèses qui permettaient de trouver des vrais... une vraie réponse sur la question énergétique et des ressources, notamment d'énergie. Mais je pense que c'est une vraie question, mais je ne suis pas un grand spécialiste. Hein.
Après, je me fais... Enfin voilà, on travaille toujours dans des équipes pluridisciplinaires et évidemment que c'est des vraies questions. Moi, je trouve personnellement que parler d'écologie, c'est d'abord parler des gens. C'est-à-dire déjà, si on remet les gens un peu mieux, déjà on a fait la moitié du chemin, parce que moi je ne suis pas de ceux qui mettent la technique avant l'humain. Quand je dis ça, je ne suis pas un socio-cul, hein. En même temps il faut être radical, avec des écritures architecturales radicales, mais on peut remettre l'humain d'abord au centre, et si on le remet, qu'il y a de la mutualisation entre les gens, je pense qu'on a déjà fait beaucoup de chemin, et aujourd'hui si on consomme beaucoup, c'est que tout est autonome, y compris les gens. Chacun est dans son coin, on ne discute pas, il n'y a pas d'entraide, il n'y a pas de coopération, et que je pense qu'à l'échelle de l'urbanisme, c'est peut-être... là, moi je suis d'abord architecte, hein, mais j'ai toujours voulu faire travailler sur l'échelle de la ville, parce que j'ai toujours pensé que c'était à cette échelle qu'on pouvait apporter des solutions innovantes, nouvelles, un peu, où on peut retrouver un peu du sens à la fabrique, quoi, sans tomber dans du néo quelque chose, mais tout en restant contemporain, radical. Et je n'ai rien contre les solutions techniques, mais il ne faut pas qu'elles soient devant. Les lobbies industriels nous les mettent déjà suffisamment devant. Il faut qu'elles soient plutôt au service du projet. Donc évidemment, tous ces projets, derrière, il y a des vraies propositions sur l'environnemental, y compris sur l'énergie. Mais c'est vrai que là, les projets que j'ai montrés, ils étaient plutôt autour de l'eau. Merci. Oui, bonjour. Je voulais d'abord vous féliciter parce que je suis très admiratif de votre travail. Je trouvais que c'était à la fois une approche très modeste et très ambitieuse. Modeste parce que il ne s'agit pas d'imposer une forme ou quoi que ce soit comme ont pu le faire des urbanismes plus anciens. Et qu'il s'agit vraiment de faire émerger le potentiel du lieu, toute la richesse du lieu, avec un travail vraiment d'analyse très très fine. Donc ça, je trouve ça vraiment admirable. Et ambitieux justement parce qu'on aborde vraiment la complexité et les interactions entre des choses très très hétérogènes, ce qui est vraiment pas facile et qui n'a pas souvent été fait. Donc là, je trouve ça magnifique. Et je me demandais si vous aviez éventuellement travaillé ou eu des relations avec les gens qui ont travaillé à Nantes, sur l'île de Nantes, parce qu'il y avait à la fois la réhabilitation de quartiers industriels, et puis il y a une zone de quartier à côté de l'usine Lu où ils ont abordé un peu le principe du SO, comme vous en parliez, avec les rez-de-chaussée dans lesquels ils imposaient qu'il y ait le maximum de magasins, de restaurants, d'artisans. Les cours intérieurs ont été retravaillés dans ce sens-là, etc. Et donc ils sont vraiment dans le même état d'esprit. Donc je ne sais pas si vous avez eu des liens avec eux ou pas. Aucun, mais par contre on a fait le concours de l'île de Nantes, et vous savez... je pense que ce qui s'est fait, c'est un peu ce qu'on avait proposé. C'est un concours qu'on avait fait avec l'APFAC à l'époque, Finn Geipel et Nicolas Michelin. Et je pense qu'à l'époque, c'est très exactement ce qu'on a proposé. Et Alexandre Chemetov a gagné un projet. Si vous regardez le projet qu'il a gagné, il ne parlait pas de ça. C'était plutôt des grandes compositions avec l'eau qui rentrait, etc. Heureusement, les projets... ils ont été mis dans des tubes. Je crois dans un siècle, je crois que dans 100 ans, il y a quelqu'un qui va sortir des tubes, ils vont regarder les projets. Donc nous, on parlait que de ça. Il y avait déjà le plan Noli comme référence quand on le faisait. Je pense que... voilà. Donc on a à voir avec ça, mais après moi, je n'ai jamais travaillé sur l'île de Nantes. J'ai travaillé une fois pour le concours, mais je pense que la ville, à l'époque, vous avez envie d'Alexandre. Ce qui est très bien, parce qu'Alexandre est un très bon paysagiste et urbaniste. Non, mais honnêtement, moi, j'ai fait que le concours de Nantes et c'est tout. Comme à Rennes, j'ai fait un seul concours, c'est Beauchardonnay et c'est tout. Mais Beauchardonnay, on avait fait un beau projet parce qu'il y avait un pont, une route qui passait au-dessus de Beauchardonnay, qui passait pour sauter le fer. C'est ça, non? Qui passait de l'autre côté du faisceau ferré. Et nous, on avait fait un grand pont suspendu. Parce que c'était un problème, il y a un problème, je ne sais pas comment c'est résolu maintenant. Puis on avait fait un pont un peu japonais, un peu Osaka, quoi, un peu un gros pont, et avec un échangeur, des parkings, des tours. Et à un moment donné, on se dit, si on a le courage de faire ça, on peut résoudre tout à la fois. Transport, tout. Mais évidemment, à l'époque, non, faire la ville gentille,
Mais la ville gentille, en réalité, elle est méchante. La ville gentille que l'on propose aux gens, parce qu'elle est méchante, parce qu'elle ne résout pas, elle ne donne aucune réponse. Donc on dit on va faire la ville gentille, mais en réalité on fait une ville méchante, parce qu'elle ne répond pas aux problèmes structurants, qui à l'époque c'est un problème de franchissement, de l'eau, je ne sais pas si c'est la Vilaine encore, de l'eau et ensuite du faisceau ferré, d'accessibilité. Et autour de ce pont, nous on dessinait un peu là, une centralité un peu forte. Et après, on descendait, on était un peu dans la nature, etc. Bon, voilà, je pense qu'à un moment donné, le projet urbain, c'est aussi des actes un peu radicaux. Donc oui, Rennes, Nantes, j'ai eu 2 expériences très belles. C'est à chaque fois 2 beaux projets, mais qu'on a à chaque fois perdu. Mais on a le temps. Hein. Merci beaucoup.